Voici mon histoire. Je m'appelle Alex, et à l'époque des faits, j'étais encore jeune. Je n'avais pas plus de 24 ans. Par une journée peu clémente de la fin de l'été, mon téléphone a sonné à 4 heures du matin. L'alerte était générale dans la région. Un des prisonniers s'était échappé de la colonie de notre ville et avait disparu dans la forêt. En bref, il s'agissait de revêtir mon uniforme et d'être au point de rassemblement désigné dans l'heure qui suivait. De là, on viendrait nous chercher et le chef nous donnerait les instructions et les informations nécessaires. Nous étions ensuite envoyés avec un groupe à la recherche du criminel dans la forêt avec des chiens dressés. Combien d'heures ou de jours ces recherches prendraient-elles? Je n'en sais rien, mais je me préparais toujours mentalement à ne pas être à la maison le lendemain. Ma femme, Lily, était au courant de toutes les subtilités de mon travail. Issue d'une famille de policiers, elle comprenait le système et me soutenait toujours lors de mes changements soudains. Pendant que je m'habillais, Lily a rapidement préparé un sac à dos, avec de la nourriture, de l'eau et des cigarettes, m'a embrassée et m'a accompagnée jusqu'à la porte d'entrée. Comme l'a montré la pratique, dans la plupart des cas, ces recherches dans la forêt voisine se sont révélées infructueuses. Mais nous avons suivi les ordres avec diligence et fouillé la zone. Cette fois-ci, la chance nous a souri. Un autre groupe a capturé le fugitif au bout d'une journée. Tout est clair, tout est libre. Repos. Retournez à votre poste, annonce-t-on ensuite. Le lendemain, fatigués mais satisfaits du travail accompli par mes collègues et moi-même, nous sommes rentrés en ville vers 7 heures du matin. Je suis entrée silencieusement dans la maison en ouvrant la porte pour ne déranger personne, mais j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Le long du couloir, il y avait une pile de chaussures et de nombreuses vestes étaient suspendues au crochet. Aucune d'entre elles n'appartenait à moi ou à ma femme. J'ai pris un moment pour me ressaisir, en me murmurant de rester calme et de respirer profondément. Mon mantra pour maîtriser mes nerfs. Sans enlever mes chaussures, j'ai commencé à inspecter l'appartement. Il m'est difficile de trouver les mots pour décrire le cauchemar auquel j'ai assisté. L'ampleur de l'horreur ne peut se traduire que par des expressions sauvages. Mais cela ne suffit pas. L'appartement avait l'air d'avoir été frappé par un ouragan, un tremblement de terre ou peut-être une invocation d'esprit du monde souterrain, mais sans pentagramme et sans sang. Ce n'était pas seulement une fête d'étudiants. On aurait dit la dernière fête de leur vie, comme si la fin du monde était imminente. La salle de bain était couverte du vomi de quelqu'un. Même les murs étaient tachés. Le robinet était cassé et l'eau s'écoulait doucement dans le siphon de l'évier. Un garçon aux vêtements mouillés dormait dans la baignoire. La cuisine est un désastre. De la vaisselle cassée et des dizaines de bouteilles d'alcool vides étaient éparpillées partout. Un autre corps en état d'ébriété était allongé contre le mur, inconscient. Des étagères murales, où nous conservions les épices, avaient été arrachées et se brisaient sur le sol, les épices étant éparpillées partout. Les autres pièces n'étaient pas mieux. Le fauteuil pliable du salon était ouvert et un couple dormait dans les bras l'un de l'autre. Mon téléviseur plasma, que j'avais acheté en plusieurs fois il y a 6 mois et que je venais à peine de finir de payer, gisait par terre, cassé. Le chaos a été complété par la vue de ma femme allongée, nue dans le lit, enveloppée dans les bras d'un garçon. Quelques préservatifs usagés gisaient sur le sol, près du lit. Quelque chose en moi s'est brisé à la vue de tout cela. La première chose que j'ai voulu faire n'a pas été de l'affronter ou de la supporter, mais de sortir sur le balcon pour fumer une cigarette. Même là, je n'ai trouvé aucun réconfort. Mon balcon était en désordre. Il y avait un seau sale à la place de mon cendrier préféré, qui s'y trouvait habituellement. À la place du cendrier, il y avait une assiette normale, débordant de mégots de cigarettes, dont beaucoup s'étaient répandus sur le sol. Pire encore, ma collection de plantes grasses, 11 espèces que j'avais soigneusement entretenues, avait disparu. Par curiosité, j'ai regardé du balcon et j'ai vu les vases cassés et les plantes mortes en bas. On aurait dit que quelqu'un avait trouvé amusant de jeter les vases du 5e étage.
C'est à ce moment-là que j'ai perdu le contrôle. La froideur que j'avais essayé de garder dans ma tête a disparu pour laisser place à une colère fulgurante. Je ne savais même pas ce qui me rendait le plus furieux, la trahison de ma femme ou la destruction de l'appartement que j'avais travaillé sans relâche à rénover et à meubler. Lily n'avait pas seulement organisé une fête, c'était une orgie ivre et sauvage de destruction. J'ai fini ma cigarette, je l'ai soigneusement posée sur l'assiette et j'ai commencé à tout enregistrer sur mon téléphone. J'ai capturé les visages de toutes les personnes présentes dans l'appartement pour m'assurer que j'avais du matériel compromettant. Ensuite, j'ai commencé ce que j'aime appeler le travail éducatif. Non, je n'ai pas donné de conférence. Mon discours était court et consistait principalement en coups de poing. En raison de leur forte gueule de bois, les invités n'ont pas tout de suite réalisé ce qui se passait. Les garçons ont été les plus touchés, mais j'ai évité d'utiliser la force sur les filles, misant plutôt sur l'intimidation. Une fois que j'ai eu l'attention de tout le monde, je leur ai dit qu'ils avaient jusqu'au soir pour tout nettoyer et remettre l'appartement dans son état d'origine. Dans le cas contraire, je porterai plainte contre chacun d'entre eux. En tant que policier, je leur ai assuré que je pouvais leur pourrir la vie s'ils n'obtempéraient pas. Lily, quant à elle, continuait à s'asseoir sur le lit, se couvrant honteusement le visage avec une couverture. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer. « Mon amour, je vais tout expliquer », balbutia-t-elle. Entendre cette excuse éculée m'a mise encore plus en colère. J'ai quitté l'appartement après avoir donné un ultimatum à Lily et à ses invités, décidant qu'il valait mieux leur laisser le temps de nettoyer. J'ai appelé un collègue de travail, je lui ai expliqué brièvement la situation et j'ai passé la soirée chez lui. J'avais désespérément envie d'une boisson forte pour noyer le cauchemar que je vivais, comme si ce n'était qu'un mauvais rêve. Lorsque je suis rentrée chez moi plus tard dans la soirée, l'appartement était vide. À ma grande surprise, le groupe avait fait un effort pour nettoyer l'endroit. Ils avaient même installé un nouveau robinet dans la salle de bain, remplacé l'étagère murale cassée pour les épices et laissé de l'argent pour une nouvelle télévision. Ils ont également laissé des excuses et m'ont supplié de ne pas leur causer d'ennui à l'université. J'ai eu pitié de ces enfants et je n'ai pas pris d'autres mesures à leur encontre. Mais je n'allais pas laisser ma femme et son amant s'en tirer aussi facilement. J'avais enregistré le chaos qui régnait dans mon appartement pour une raison précise. Grâce à mon statut de policier, j'ai contacté l'administration de l'université et j'ai fourni une vidéo du désastre qui s'était produit dans mon appartement. Naturellement, j'ai flouté les visages des autres étudiants à l'aide de Photoshop pour protéger leur vie privée. Mais les visages de Lily et du garçon avec lequel elle m'a trompée étaient clairs et nets. Comme vous pouvez le deviner, tous deux ont été renvoyés sans aucune chance de revenir. Après cela, j'ai immédiatement demandé le divorce. Tout au long de la procédure de divorce, Lily m'a envoyé des SMS tous les jours. Certains messages étaient remplis d'excuses et de demandes de pardon, tandis que d'autres étaient remplis d'accusations selon lesquelles j'avais ruiné sa vie en montrant la vidéo à l'université. J'avais l'impression de vivre des montagnes russes émotionnelles. Je ne lui ai jamais répondu, mais je ne pouvais pas nier que j'éprouvais une certaine satisfaction, à savoir que ma vengeance avait fait mouche. Mes actes étaient peut-être durs, mais je ne me sentais pas coupable. J'attendais avec impatience le jour où je serais enfin libérée d'elle. Heureusement, notre appartement était loué, et sur le papier, j'en étais le seul responsable. Cela m'a permis de continuer à y vivre paisiblement, sans avoir à diviser les biens. Lily n'a rien gagné matériellement au divorce. Elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner chez ses parents dans une petite ville et d'essayer de reconstruire sa vie. De nombreuses années se sont écoulées depuis cet incident, et je suis même reconnaissante que les choses se soient terminées ainsi. Si cela ne s'était pas produit, j'aurais pu continuer à vivre avec une femme à double visage, totalement inconsciente de sa trahison. Cela aurait été bien pire que l'horreur que j'ai vue dans mon appartement ce jour-là. Cette expérience m'a rendu plus sage et plus prudent dans mes relations avec d'autres femmes. Elle m'a enseigné de précieuses leçons et m'a aidé à me protéger contre des erreurs similaires à l'avenir. Voilà mon histoire. Faites part de vos réflexions dans les commentaires sur cette situation et sur le comportement des conjoints. Si vous avez aimé l'histoire,
soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire. Merci d'être ici avec nous. Et t'es parti dans la soirée.